J'accueille, avec nous ce matin, Stéphane Luçon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, Français, installé en Roumanie depuis 25 ans, journaliste, et vous avez vécu ces élections roumaines de très près. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel est l'état d'esprit, aujourd'hui en Roumanie? Est-ce que les Roumains sont rassurés d'avoir Nicu Jordan comme président? Est-ce qu'ils sont sidérés de la façon dont ces élections ont été gérées? Enfin, quel est le ressenti, s'il y en a un, de la société roumaine par rapport à ce moment, démocratique particulier, de ces élections? Ouais, j'appellerais pas ça un moment démocratique, hein. Bah, bien Heu, sûr. il y a il y a 2 Roumanies, très clairement. Tu as, c'est OK qu'on se tutoie, pardon? Oui, Ou on peut se tutoyer, bien sûr, bien sûr. merci. Il y a 2 Roumanies. Il y a le microcosme bucarestois, qui, est excessivement pro-Europe, mais dans un mode, je dirais, eurolâtre. C'est-à-dire tout ce qui est Europe, c'est parfait. Si on pouvait, je te parle de témoignages que j'ai pu avoir, c'est si on pouvait, être gouverné par Bruxelles, ce serait encore mieux. Ouais, Donc il y a une espèce de vraiment de mentalité de de caste colonies? contente, de colonie aussi, oui, oui, ce qui fait que d'ailleurs on va pas trouver dans ces cercles-là de gens fâchés à toutes ces ingérences françaises. Et puis on a le reste de la Roumanie. Euh, alors pour le coup, j'habite en dehors de Bucarest, je m'y suis installé il y a une Mmh. quinzaine d'années. Et effectivement, les gens sont fâchés, sidérés. Donc tout un tas de théories du coup circulent pour expliquer ce qui a pu se passer ce coup-ci. Mmh. Effectivement, voilà, la situation semblait complètement à l'avantage du candidat souverainiste. Ce qui est certain, c'est que tu as une Roumanie qui va être, on va dire, sur le terrain. On a une Roumanie qui est sur Facebook. Facebook est le public square, donc c'est pas, il n'y a pas Twitter, enfin c'est pas très utilisé. Il l'utilise seulement pour Mmh. parler aux étrangers, mais Twitter n'est pas très utilisé. Donc c'est Facebook, et sur Facebook, on a en général toute une élite culturelle, politique, etc., qui en général est unanime. Pro donc était pro Nicuchor, mais qui globalement était favorable à l'élimination des élections, qui globalement a répété l'histoire de Georgescu, candidat des Russes. Et surtout, Mmh. ce qui est terrible, c'est que ces gens-là ont fait une crise de nerfs en répétant qu'ils ne voulaient pas sortir de l'Union européenne. Les Roumains sont Ouais. complètement pro-Union européenne. Il y a eu un sondage publié en janvier, 87% des Roumains sont pro-Union européenne, pro-OTAN. Et donc, pendant un an, en amont de la campagne, et puis pendant la période très très chaude des élections après le premier tour en novembre, il faut bien que tu visualises, et puis par la suite, sur les 3 mois qui suivent, tu imagines Ouais. une conversation où on est à 5, on est tous pro-européens, et puis d'un seul coup, tu en as un qui se met à faire une crise, à te dire non, je veux être dans l'Europe. Non, vous êtes pro-russe. Vous êtes pro-russe, vous êtes conspirationniste, et puis il fait sa crise de nerfs en disant on va faire un meeting, on va faire pro-euro, pro-Europe, etc. Et puis la presse qui répète, ce sont les pro-européens, et les autres, potentiellement des pro-russes. Enfin, il faut comprendre, sauf qu'il n'y a personne Ouais. qui aime la Russie en Roumanie, il y a très peu de gens. Parce qu'il y a tout un passif historique. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, c'est cet antagonisme et cette antagonisation des Roumains là-dessus, sur cette question, et puis sur ce battage médiatique sur la Russie, est très inquiétante. Un intellectuel Mais roumain, pardon. ça veut dire qu'en fait, là, ce que tu nous dis, c'est que même Calin Gorgescu, n'était pas, pro-russe, pas du tout. Il était lui aussi pro-européen, malgré ce qu'on a entendu ici, en disant qu'il était, contre l'OTAN, contre l'Union européenne. Ça, c'était faux? Oui, oui, c'est faux, c'est faux. J'ai écrit un article que je t'ai passé, où je pointe quelques citations où il a clairement Mmh. clarifié la situation. L'idée, c'est qu'en fait, si tu dis ce qu'il avait eu comme discours, Georgescu, alors, comme il est sorti de nulle part, effectivement, ça permettait d'alimenter la peur. Est-ce que c'est une sorte de manchourien de candidat, tout ce genre de choses? Ouais. Mais sur ces déclarations, le fait de dire je veux être dans une position forte, digne de négociation avec Bruxelles, pour défendre les intérêts de mon pays, ça ne veut pas Ouais. dire je veux sortir de l'Union européenne. Pas du tout, Il a ouais. répété qu'il ne voulait pas sortir de l'Union européenne. Il a répété qu'il ne voulait pas sortir de l'OTAN. Il s'est déclaré trumpiste. Alors tous les souverainistes ici sont complètement sur la mouvance MAGA. américaine. MEGA. Ouais. Ils ont d'ailleurs repris le terme en parlant de méga. Ils lancent des sujets comme faire un Dodge européen, attaquer tous les financements étrangers qui justement viennent financer la société civile, qui alimente la presse en boule puante pour ensuite attaquer leur mouvement. Ils n'étaient pas
pro-Russie. C'est seulement si tu te C'est dis, fou. oui, c'est fou, c'est partout dans la presse. Et c'est un autre Mais, article. ah, C'est ouais, lié au fait que la presse roumaine est infiltrée, la presse française par les services de oui. renseignement, la presse étrangère reprend la presse roumaine, et puis tu as des trucs phénoménaux. C'est juste avant, là, je crois que c'était avant le premier tour, on a eu un article dans Mediapart d'un monsieur Suc, qui nous dit avoir eu d'un ministre de l'Élysée des informations sur la nature de l'ingérence russe. À mon avis, c'est un truc qui était placé par des gens de la société civile roumaine, qu'ils avaient déjà placé dans la presse roumaine. Ils le Ouais. placent via les réseaux macronistes, ça retombe dans la presse française, et ensuite la presse roumaine en fait des titres. La presse En fait, française a des informations, c'est délirant. c'est impressionnant parce que, j'avais partagé cet article, sur X, hein, où on comprend que les services, de renseignement roumains ont infiltré et depuis longtemps les médias roumains, qu'ils utilisent des faux comptes, un faux douguin notamment, indien ou je sais pas, Ouais. pour, sortir des âneries et dire: «Regardez, les Russes sont à la manœuvre» et en faire des articles. Enfin, c'est exactement ce chemin de la désinformation dont tu viens de nous parler et puis à l'international, c'est repris bêtement, par des ânes, qui ne font pas de vérification, qui ne font pas un travail journalistique et qui reprennent en fait des campagnes de propagande initiées par les services roumains, par la presse roumaine, pour décrédibiliser des candidats. On a vécu un moment quasiment l'équivalent de ce que faisait Cambridge Analytica, hein, Facebook, sur la manipulation, le ciblage, mais en triangulant avec la presse internationale. C'est quand même incroyable parce que quand tu demandes aux Français Caline Gorgescu ou Georges Simion, les gens vont dire ah oui mais ils sont anti-OTAN, anti-Europe, c'est l'extrême droite, c'est des La pro-Poutine, la c'est base des de pro-Poutine. l'OTAN, ouais, pardon de te couper, mais la Mmh. base de l'OTAN, il y a un sujet quelque part sur la base de l'OTAN, et la question Oui, c'est pas, est-ce qu'eux veulent sortir de l'OTAN, veulent sortir de la base? La question c'est pourquoi c'est si important pour Macron? C'est ça la oui, question. oui. Parce que sinon, Simion, il l'a répété encore une fois, il a dit qu'il était pro-OTAN, il a dit qu'il voulait autant de forces de l'OTAN, que possible sur son territoire pour défendre son pays. Ouais. Ils sont pas fous, ils ont été envahis par les soviétiques, enfin ils ont été sous la domination soviétique, les 45 ans de totalitarisme, ont Mmh. été imposés par Moscou. Les Roumains n'aiment pas la Russie et n'ont pas envie de se retrouver, sans défense. Donc cette question-là, elle fait l'unanimité, et effectivement, c'est un mensonge qui est véhiculé. Voilà. Juste une précision pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est Luçon qui invente des trucs, sur les services de renseignement dans la presse roumaine. Heu, non, non, parce que c'est très important, c'est un cheminement, c'est dans l'article, mais c'est très important que les gens le sachent en France. On a une association qui initialement a été financée par Soros, qui a levé le problème des infiltrés des services de renseignement dans la presse roumaine. Elle a réussi à Mmh. porter le sujet via une europarlementaire du centre droit du PNL, qui aujourd'hui est aux manettes sur toute la manipulation, mais cette personne-là, Renate Weber, elle a porté le sujet en tant qu'europarlementaire. Ça a été voté par le Parlement européen. Il y a un article qui dit les États membres sont invités à faire passer des lois pour interdire l'infiltration des rédactions par les services de renseignement. Et c'était custom, c'était cadeau spécial dédicace pour la Roumanie, si tu veux, cet article. C'est fou. 2 ans après, tu as le chef du service de renseignement roumain qui se vante à la télé d'avoir des agents infiltrés. Le directeur de la télévision roumaine, Stelian Tănase, oui, je crois, oui, qui dit: «Mais écoutez, moi, vous me sortez les agents». Et puis bon, ça, le truc disparaît entre-temps, enfin disparaît, c'est plus repris, c'est plus discuté. Le mec de le gars des services de renseignement, il a été décoré par la CIA 2 ans plus tard. Bon, enfin voilà quoi. Donc on parle d'une problématique qui est très claire, qui est renseignée, qui est documentée par de la société civile, qui en plus a été financée par les acteurs USAID, Soros. Donc c'est pas des gens Ouais, qui sont, on va dire, qu'on va supposer d'être pro-souverainistes d'une manière ou d'une autre. C'est ouais. un problème majeur de la Roumanie, ça n'a pas été nettoyé. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a même un article qui explique qu'ils ont planté des agents dans la presse internationale. Alors là, c'est encore un autre problème, hein. Là, on est encore dans un autre niveau d'ingérence. Heu, sur la question de l'ingérence française, parce que Mmh. clairement, la France a été pointée du doigt, pas seulement par Pavel Durov, un patron de Telegram qui est revenu par 3 fois, hein, pour expliquer qu'il a été approché par les services pour, censurer, les comptes conservateurs sur, Telegram, qu'ensuite, lorsqu'il avait été arrêté en France, c'était pour parler Moldavie, Roumanie et Ukraine et pas parler pédocriminalité, et que c'est même, Nicolas Lerner, le chef de la DGSE, qui l'aurait rencontré à l'hôtel Crillon pour lui demander de faire ça, ce qui paraît énorme. Là, il doit apporter des preuves parce que c'est des accusations graves, évidemment. Mais avant ça, l'ambassadeur français
a bien rencontré les juges de la Cour suprême dans ce qui concernait à la fois la censure du premier tour, puis l'interdiction de Georgescu de participer. Quelle est l'implication de la France dans ces élections? Est-ce qu'il y a une ingérence française, oui ou non, en Roumanie? Alors, ce qui est documenté, ce qui peut être observé et ce qui me semble incroyable, hein, c'est, on a donc eu, on a eu 2 séries d'élections, hein. 1re série d'élections avec Georgescu qui est arrivé en tête. Le vendredi d'avant le 2e tour, sort, madame Lasconi, donc son opposante, même mouvance que monsieur Nico Jordan, UCR, USR donc, qui sont partenaires des macronistes au Parlement européen. C'est le groupe Renew, c'est vraiment les mêmes, hein. C'est le truc qui est incroyable et que je pense que les Français ne savent pas, c'est que c'est vraiment le même groupuscule, qui agit, la même typologie, y compris profil sociologique, et cetera. C'est les macronistes roumains, si tu veux. Madame Lasconi, donc leur candidate, a publié une vidéo avec Emmanuel Macron qui l'encourage le vendredi avant l'élection. La vidéo est publiée à 9h. Alors, il dit des trucs que je pense à mon avis, sont complètement incroyables, notamment il a envoyé les troupes françaises dès le début de l'agression russe, mais que c'est pas un chèque en blanc. C'est pas un chèque en blanc. Et C'est que la France ait des intérêts, c'est évident. Que les ouais. diplomates fassent des jeux de coulisses, c'est le rôle des diplomates partout. Qu'on ait un président qui vienne émettre une telle menace contre les Roumains, en leur disant: «On va plus vous protéger», alors qu'il y a des traités. La Roumanie est dans l'OTAN, c'est l'OTAN qui serait activée, qui défendrait la Roumanie. Donc Macron qui émet cette menace, c'était assez incroyable. Et dans la foulée, donc la Cour constitutionnelle se réunit et l'après-midi annule le premier tour, qu'elle avait validé auparavant. C'est Sur impressionnant. des bases, je te l'ai expliqué, des bases qui sont Faut complètement oui, il y a aucune manquantes, preuve. Ouais. qui ne peuvent pas expliquer l'ampleur du vote Georgescu, et qui a été mise à l'amende par la commission de Venise du Conseil de l'Europe, qui s'est penchée dessus et qui a dit: faut avoir des preuves quand on annule des élections. Parce que si on annule sans preuve, on mine toute la confiance dans la démocratie, en fait. Et Mais on n'avait pas les preuves, elles non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier temps. 2e temps, effectivement, se met en place toute la logique, de remise en place d'un vote. Entre-temps, on y reviendra peut-être, il y a des élections en Roumanie, et des effets de retournement qui, avec le même soutien français, la même typologie de candidats, et la même typologie d'intervention de la part de la société civile, se manifestent. Mais le plus important, c'est visible comme information, c'est l'ambassadeur de France qui va rencontrer la Cour constitutionnelle en mmh, amont du 2e tour, en amont des validations des candidatures, et 6 jours après, la candidature de Georgescu qui est bloquée. interdite, ouais. Encore une fois, ce que je trouve incroyable, qu'il y ait des trucs diplomatiques, secrets, et cetera. Comment s'afficher, et je pense que c'est une demande de Macron, parce un ambassadeur ne fait pas ça. Je veux dire, tu as Mmh. un contexte hyper polarisant, comment aller s'afficher avec le président de la Cour constitutionnelle? En plus, le président de la Cour constitutionnelle, c'est pas un gentil gars, quoi. C'est un type sur lequel circulent énormément d'informations, parce que son dossier d'informateur de la Securitate aurait disparu à la Révolution, et tu as tout un tas de gens dans ce pays qui sont en fait des gens de l'ancien système qui sont restés aux manettes. Comment s'afficher avec cette personne-là? Et donc il s'affiche: «On soutient les institutions démocratiques de la Roumanie», et c'est le discours qu'ils vont continuer de tenir, qu'ils ont tenu également. Ils ont réagi à l'intervention de Pavel Durov en disant: «Non, non, la Roumanie a décidé souverainement, quoi, blabla». Ce vendredi avant les élections, rebelote. Alors, il y a eu plusieurs trucs, hein. Il y a Macron, mercredi ou mardi, qui parle des ingérences russes encore une fois. Il y a madame Hayek, qui en fait des tonnes, d'autres Français de Roumanie liés aux macronistes qui en font des tonnes, en soutien, en prenant parti pour un candidat, et évidemment leur candidat. Et le vendredi, là, donc 2 jours avant l'élection, rebelote, c'est Macron en vidéo call avec Nico Jordan, quoi. Donc je dirais, la France est dedans jusque-là, quoi. Alors il y a 2 choses. Moi, l'article que j'ai publié sur le sujet qui référence tout ça, je m'attendais à ce que ça leur revienne dans la figure très vite, pour la simple et bonne raison que ça revient dans le débat public déjà. C'est-à-dire qu'ils ont créé un antagonisme, un French bashing, et
Si tu veux, c'est pas le French bashing de l'époque George Bush, quand les Américains étaient fâchés après les Français, et où la Mmh. France a complètement de raison de s'opposer à l'intervention en Irak. C'est Ouais. c'est French bashing parce qu'on vient mettre notre nez dans les affaires internes de la Roumanie, Oui. que la plupart des Roumains n'ont pas envie d'un président étranger qui vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Je veux dire, imagine qu'en France, on nous fasse ça, quoi. Je pense qu'on Péter apprécierait des pas. câbles. Bah, ouais, mais non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en France, on a les discours, je mettais juste avant, te faire entrer, Valérie Ayé, qui parle de l'ingérence russe en Roumanie, hein, qui roule les R pour parler de l'ingérence russe. Les Ouais, Français qui dénoncent non-stop l'ingérence sont responsables donc là d'ingérence en Roumanie et les complètement. Roumains ne sont pas dupes. C'est ça qui est terrible quand même. Ouais. Comment on en arrive là, à une situation aussi, dystopique, quoi? Alors la question derrière, c'est bah, j'avais l'impression que la question allait être réglée par un vote massif des Roumains, Mmh mh. puisque, mais bon, je me méfie toujours des effets de bulle de résonance, mais parce que, effectivement, tu descends dans la rue, si tu es pas à Bucarest, Bucarest, ils ont un PIB en parité de pouvoir d'achat, je te passerai la carte si tu veux, c'est Mmh. 190 la moyenne européenne. L'Île-de-France, c'est 160. Donc Ah ouais. Bucarest, c'est dans le top 5, 6 ou 6, ouais, des zones les plus opulentes de l'Union européenne. Ils sont à Grâce aux fonds européens, c'est ça? Alors, grâce aux fonds européens, grâce à l'accès au marché européen, Mmh. qu'il y ait des fonds européens, c'est une chose. Que les fonds européens, et on va dire la manne financière des échanges avec l'Europe, permettent aux pays de se développer, c'est une chose. Que Bucarest soit le seul bénéficiaire et que le reste du pays, soit dans l'état, on va dire, de la France périphérique, hein, c'est des problèmes qu'on connaît très bien en France. Ouais, Donc c'est des la même chose. hôpitaux abandonnés, des infrastructures minables, un abandon complet par l'État du reste de la Roumanie et en particulier tout ce qui est hors urbain. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que le reste de la Roumanie est dans la queue du tableau de PIB par habitant, complètement défranchisé, disfranchise, je ne sais plus comment on dit en français, mais et Bucarest se porte très, 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 très bien, et forcément, c'est assez facile d'être pro-européen quand tu sors pas de Bucarest, disons, et quand Ouais, ouais. tes voyages, c'est que tu prends l'avion, tu prends un low cost et tu es dans une autre capitale européenne. Ce qui fait qu'il y a un niveau de compréhension de ces gens-là par rapport au reste de la population qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tellement il y avait de tensions, tu as des journalistes qui ont parlé de lie de la société. C'est la lie de la société qui a voté pour les souverainistes. Heu, D'accord, ouais. ce qui ressemble au tu te souviens du moment où Clinton avait parlé des déplorables, à propos des électeurs de Donald Trump. Et en fait, le mécanisme, c'est qu'on a, un centre et un centre gauche qui s'est repositionné sur, les populations éduquées dans le sens diplômées urbaines, pardon, et qui a complètement abandonné un électorat historique de la gauche. Et donc, effectivement, on va avoir des voix. Alors, ça pourrait être des voix populistes de gauche, ça peut être des voix populistes Mmh. de droite. Il n'y a pas de gauche en Roumanie réellement. Donc, Ouais. c'est seulement les voix populistes de droite qui sont en mesure de représenter, on va dire, la classe ouvrière, les petites gens, etc., et la Roumanie périphérique, quoi. Ces gens-là, donc, pour revenir sur on va dire, sur les macronistes, pour faire simple, Ouais. à un moment donné, ils se sont dit, oula, mais on est trop virulents. On est en train de les antagoniser à force de les traiter de tous les Ouais, noms. bien Ils sûr. sont pas éduqués, on dit qu'ils sont pas reconnaissants. Tu as eu des publications qui se viralisent. Oui, mais c'est grâce à vous si vous avez pu les chiottes au fond de la cour, grâce à l'Union européenne. Comment pouvez-vous voter contre l'Union européenne? Des journalistes qui disent mais la diaspora, c'est les plus avantagés puisqu'ils vont travailler dans l'Union européenne. Alors, si tu as un peu de moment, un peu de temps, je pense que ce serait très important de parler de la diaspora et de sa condition de vie. Oui, Et on pourquoi en parlait. elle a voté à 70% la diaspora de l'Union européenne pour Simeone. Mais Mmh. ils sont là dans ce schéma mental où en fait, il faut être reconnaissant de ce qu'on a pu grappiller. Tandis que eux sont excessivement, clairement dans une position de très grosse supériorité financière, étant à Bucarest et dans les conditions que je dis. Et à un moment donné, donc l'ancien ministre de la Santé, alors en plus c'est le mec qui a géré la crise sanitaire, donc macroniste, tu vois, c'est un Véran, peut-être un peu plus supportable que Véran, mais c'est la même chose, quoi. Euh, il a publié un truc en disant on est trop virulent, il faut arriver à les convaincre. Et il a publié un Ouais. message avec 10 points, des arguments sur 10 typologies de personnes et comment essayer de les convaincre. Et ça commence comme ça. Si tu parles à un chauffeur de taxi,
Il faut lui dire: «Hé chef, tu vu, on tu pu prendre l'autoroute, c'est sympa de pas avoir des nids de poules». Bah, c'est les fonds européens qui nous ont permis d'avoir des autoroutes. Oh Et la ça vache. il continue. Si tu parles à une serveuse, il faut lui dire, «Tu bien avoir des clients étrangers qui laissent des pourboires? Tu te rends compte que si on sort de l'Union européenne, on va avoir que les routards, qui laissent pas de pourriches?» Il continue. Et si tu parles à un chauffeur de camion, alors c'est pas facile de les rencontrer. On les rencontre pas tous, un truc comme ça. Il faut lui dire: «Mais tu te rends compte, tu as plus besoin d'attendre à la douane» et cetera. Et tu as toute une liste de 10 grouillots, 10 profils de grouillots, auxquels, le Roumain, éduqué, votant, pro-européen, Doit faire le catéchisme, quoi, ouais, il c'est faut pas ça? qu'il soit pro-russe. On est dans un délire complet. Mais, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une vraie rupture, comme en France, hein, entre les villes et les campagnes, avec, cette, population cosmopolite, éduquée, pro-européenne, qui ne voit pas les problèmes et puis, le la population, laborieuse, empêtrée dans les problèmes, qui eux voient bien les problèmes, mais qui n'ont pas, voix au chapitre ou qui sont traités de séditieux, d'agents russes, et d'ennemis de l'intérieur. C'est à peu près la même chose en plus caricatural en Roumanie, on a l'impression. Oui, oui. C'est caricatural, il y a plein de boules puantes. Tu as des intellectuels, façon de parler, qui se supportent de Nico Jordan, qui ont lancé des boules puantes par rapport à une rumeur selon laquelle Georges Simeone aurait des origines, roms, tziganes. Mmh mh. Ils ont fait ça, pas sans raison, c'est qu'il y a c'est pas seulement il y a un mélange de mépris de classe, donc c'est ce que je viens de décrire, et de Ouais. racisme contre les Roms. Ah ouais. Sachant que la population rom n'est pas instrumentalisée par les souverainistes, c'est pas les boucs émissaires. Tu peux imaginer, tu penses au modèle français, Ouais. c'est-à-dire il y a une instrumentalisation, une population pauvre, qui se réclame d'une autre ethnie, on pourrait pointer, vers eux. Pas du tout, parce qu'en fait, AOR, donc le parti de Georges Simeone, et en particulier Georges Simeone, ils sont montés, dans les sondages par leur opposition aux mesures autoritaires de la crise sanitaire. Et donc Mmh. notamment, ils sont, forcément la population rom était, on va dire méfiante par rapport aux mesures de l'État, a pas supporté, les enfermements comme beaucoup d'autres gens, mais ça a créé des affinités à ce niveau-là, et donc il y a une partie de l'électorat rom qui s'oriente naturellement vers les souverainistes. Ouais. D'où la boule puante de l'élite. Et C'est moi, dingue. je suis allé à Bucarest, j'en revenais pas, quoi. Des gens avec qui on peut très bien parler, des gens, quand tu es étranger dans un pays, tu accèdes aux classes supérieures très facilement, et pour rencontrer Mmh. des pauvres, il faut aller au milieu d'eux s'ils veulent, mais sinon, tu es en général entre les riches. Et un discours d'un racisme crasse, mais incroyable. Et donc tous les éléments de la manipulation ont été mis en place, pendant cette période-là, pour arriver à faire, gagner le candidat de Macron. La vraie question Ouais. soulevée derrière, c'est pourquoi est-ce que c'est si important pour Macron de Oui. faire ça? Et pourquoi alors justement il fallait débrancher, Calin Gorgescu à tout prix, et faire monter ce candidat de Macron, hein, qui a étudié à la Sorbonne, hein, qui est allé à Normal Sup également. Ça rappelle un peu la façon dont une ancienne, diplomate, est devenue présidente de Géorgie aussi, hein. C'est la France et l'Europe de l'Est, c'est quand même sacrément, une histoire d'ingérence. Ouais, oui, mais ça c'est un retournement, si tu veux, hein. La France a encore une diplomatie, française, jusqu'à l'époque de Chirac et Villepin. Heu Mmh. et le grand je dirais le grand discours, le grand moment d'opposition à l'invasion, à l'occupation de l'Irak. Ensuite, la France est devenue un mouton de, la politique étrangère américaine, de mettre en place des révolutions de couleur, sans forcément réaliser ce que ça pouvait créer comme problème derrière. Et c'est quelque chose qui est assez bien décrit. Tu as un article de Christopher Mott qui a été publié dans Le Monde diplomatique, qui s'appelle, l'alli le te 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 l'alliance de la guerre et de la vertu. Faudrait que je retrouve Ouais. le lien. Mais en gros, il explique comment,
comment ces révolutions de couleurs ont été mises en place, drapées d'éléments de vertu. On apporte la démocratie, on finance des ONG Même pour chose. faire avancer les droits humains, de la presse, etc. Mais c'est au final également dans une logique, alors Christopher Mott la qualifie d'impérialiste. Tu as Mike Burns également qui parle à un moment donné, il parle de tactical wokeness. Il explique pourquoi les républicains américains comme les démocrates, alors les démocrates financent des associations qui auront un discours qu'on va appeler woke, why not, ça fait sens, mais il se posait la question pourquoi les républicains ont financé eux aussi. Et il explique, Ouais. il appelle ça une tactical wokeness, c'est-à-dire qu'on va planter des sujets et des personnes, y compris si c'est antagonisant dans des pays religieux. La Roumanie, c'est 90% chrétien, donc c'est un pays très différent de la France, Oui. un aspect. On va planter ces gens-là, et en fait, derrière, c'est qu'en fait, c'est pour avoir prise sur l'opinion quand on a besoin d'avoir prise sur l'opinion. Et au final, tout cela, c'est ce que dit Mike Pence et Christopher Mock, tout ça sont des fonds qui viennent du département d'État américain. Donc c'est lié à la diplomatie américaine, c'est lié au complexe militaro-industriel. Donc on n'est pas d'un côté avec, on va dire, des associations françaises, UKD, UKIDA. En France, on a du militantisme, si tu veux, la main sur le cœur, qui est sincère. Ici, on a des gens qui sont sur presque des coquilles vides, une société civile de vitrine financée de l'étranger et qui s'active à un moment donné quand il y a besoin. Donc on est vraiment sur un... Et c'est un changement, ça a été fait avec Hollande, Sarkozy, Ouais. de Matt Taibbi, où il explique, toujours dans mon diplôme, le scandale Telegram. Hollande, il avait été écouté. Et Oui. voilà. Et en fait, c'est le moment où les Américains, sous Obama, ont mis en place le système de surveillance de masse, a été révélateur parce qu'il y a eu Snowden, parce qu'il y a eu Julian Assange. Mais derrière, ce qui s'est passé, c'est on a complètement sacrifié une certaine politique étrangère de la France, une certaine politique diplomatique et une certaine défense des Et souverainetés. Voilà. mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France, après des années de thermoformage, d'ingérence américaine, le programme des Young Leaders, et cetera, est devenue le meilleur élève de l'empire américain? Avec, Macron qui veut la coalition des volontaires pour continuer en fait de faire une guerre que Trump ne veut plus, qui, fait de l'ingérence à la place des États-Unis, en Géorgie, prochainement peut-être en Moldavie, en Roumanie. On voit que là, toute la diplomatie française est atlantiste et fait plus que les néocons à Washington. Ouais. Ouais. C'est c'est comme s'ils avaient changé d'adresse. Ouais. Bah, mais c'est grave quand même parce qu'on parle d'influence, d'ingérence, mais l'ingérence américaine, elle est terrible en France. Enfin, Benjamin Haddad, qui était un lobbyiste, Mm. de l'Atlantic Council, qui a été député macroniste, qui est ministre. On voit également, Jean-Noël Barrot à la tête du Quai d'Orsay, qui est totalement aligné sur les intérêts américains. Alors Trump a un peu, ajouté de l'émoi, mais, très vite, les bases, de «l'État profond» entre guillemets, mais de la diplomatie, américaine qui change peu, hein, même avec Trump, elle reste là. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que la France va se décrédibiliser ou va devenir, non pas un partenaire de choix, mais un pays ennemi dans les pays d'Europe de l'Est, si jamais les camps souverainistes venaient à l'emporter? Mm. Alors deux choses par rapport aux Américains, je pense que c'est pas tranché aujourd'hui. Ouais. Parce que très clairement, les nominations qu'a fait Trump étaient celles qui étaient attendues. Enfin, je ne veux pas te parler des États-Unis, tu veux m'entendre parler de la Roumanie, Oui, mais oui, c'est mais c'est lié. Enfin, observé, c'est quelque chose qui est très observé en Roumanie, notamment parce qu'en fait, effectivement, ce clivage-là, c'est également un clivage entre les démocrates et, on va dire, l'État profond américain et l'historique des ingérences américaines à travers le monde, mmh. et le mouvement trumpiste, et avec le Dodge de Musk qui va aller taper sur les financements qui sont les financements qui viennent ici alimenter la société civile qui manipule l'opinion, si tu veux. Et puis on a des nominations, Tulsi Gabbard, les autres noms m'échappent. Donc il y a quelques noms, si tu veux, de gens qui ont dit qu'ils allaient dépecer l'État profond américain et remettre les choses dans l'ordre. Effectivement, tu as aussi des gens qui sont complètement néoconservateurs à l'ancienne. Mmh. Tu as énormément de déceptions sur certains sujets, notamment partout où il aurait dû déjà signer les accords de paix. Mmh. Mais pour moi, les choses ne sont pas tranchées là-dessus.
Sur ce qui se passe en revanche dans le reste du monde, très clairement, et notamment en Europe. Alors, la question c'est est-ce que cette espèce d'entité qu'on va appeler une sorte de mariage d'États profonds, de mouvances globalistes, les gens de Davos, les gens de Mmh. Bruxelles, cette petite élite technocratique, est-ce que ces gens-là ont les rênes de quelque chose, on essaye simplement de reprendre ce qui est abandonné plus ou moins par les Américains Mmh. pour, euh, Beh, pour continuer la même chose d'une autre manière. Et ouais. la question de l'enjeu, en fait, elle est, tu un enjeu européen d'une part, qui, à mon avis, n'a jamais été ça, la sortie de l'Europe, mais qui a été la fédéralisation de l'Europe. Mmh. Je pense que tu es au courant, tu as une réforme des traités qui a été lancée, votée par le Parlement européen. Il y a eu un vote de principe par le Parlement français favorable à ça, qui supposerait la suppression du droit de vote de l'unanimité, pardon, de l'unanimité dans le vote Ouais. des pays européens. Ça, c'est Fédéral- extrêmement important parce que ça veut dire qu'on fédéralise encore, davantage, c'est- en enlevant ce qui restait de Ouais, ouais, et c'est une vraie fédéralisation. Ça suppose, ouais. donc tous les pays moyens et potentiellement la France, si elle est mise en minorité, pourraient se voir imposer des mesures votées à la majorité européenne, mais pas Mmh. votées par le peuple souverain. Et tu as une Mmh. intervention, je crois que c'est Le Gall de LFI, et puis tous les souverainistes français, mais Le Gall aussi de LFI, qui disait tant qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de souveraineté du peuple Et européen. c'est bien le cas, oui. Et pour moi, je le ressens en vivant en Roumanie, je peux comprendre, à partir du moment où il y a un débat entre des gens, on peut faire démocratie. Mais quand tu parles pas la même langue, enfin, moi, enfin, je suis très content que je comprends qu'on soit avec les Allemands, les pays nordiques, etc., mais je parle pas leur langue, donc je peux pas dans un débat avec eux. Je peux faire ça avec les Roumains, avec les anglophones, avec les francophones, mais il n'y a pas de peuple débattant démocratiquement et décidant de son sort. Donc, Ouais. faire sauter le niveau national de l'équation de souveraineté, c'est en terminer avec la démocratie, si tu veux. Mais c'est le but. Enfin, le projet européen, pour moi, il n'est pas démocratique. Enfin, le projet européiste, hein, du moins l'Union européenne, la Commission, Mmh. clairement, d'ailleurs, on va écouter, Klaus Schwab, hein, qui était l'ancien, patron de Davos, hein, qui a été obligé de démissionner sur des soupçons de malversation financière. Voilà ce qu'il disait des élections, il y a peu, à propos des élections, et je pense que c'est tout à fait bien dans le cas de la Roumanie. But then the next step could be to go into prescriptive mode, which means you do not even have to have elections anymore because you can already predict and afterwards you can say, why do we need elections? Because we know what the result will be. Can you imagine such a world? Donc, il explique tout simplement qu'on pourrait utiliser l'IA pour avoir des algorithmes prédictifs, hein, et plutôt qu'avoir des élections, les algorithmes, via le prédictif, pourraient, hein, choisir les dirigeants. Imaginez ce monde-là. Ouais, C'est un peu ce qui s'est passé en Roumanie, on pourrait voilà, dire, sans l'IA, mais avec l'ingérence. mais pas que l'ingérence. Il faut regarder ce qui s'est passé. Ça m'a marqué, c'était le 12 avril, Mmh. 12 mai ou 12 mars. En gros, tu as eu aux États-Unis, tu avais l'audition de Matt Taibbi et de Michael Shellenberger devant le Congrès américain sur le système Censorship Industrial Complex, ils appellent ça, donc on va dire l'architecture de censure euh, qui a été qui a été révélée par les Twitter Files. Et puis, Mmh. d'une certaine manière, par Dodge, c'est-à-dire c'est comment un certain nombre d'acteurs qui se présentent comme des acteurs de l'information, de la lutte contre la désinformation, etc., étaient en fait financés par l'État pour aller pointer des discours qui étaient inconvenants. Et donc, ils ont cette audition devant le Congrès américain, et le même jour, en parallèle, tu as une liste d'ONG roumaines qui disent Mmh. on a besoin, nous, chercheurs, gentils chercheurs, on a besoin d'avoir accès à plus de données. Le DSA, c'est bien, mais il faut qu'on ait accès à plus de données pour la transparence. Bien Et sûr. donc, tu te dis la transparence, moi je me dis, super, s'ils obtiennent que les utilisateurs aient la transparence et sachent quand ils sont shadow-bannés, pourquoi est-ce qu'on enlève leur Oui. code, etc., etc. S'ils ont accès à l'algorithme, si on impose l'open source, moi je me disais, ça allait être très bien. C'est la transparence pour les experts. Leur appel ne fait pas mention une seule fois
de la transparence pour les utilisateurs, et ils font appel à l'ANCOM, qui est donc l'autorité digitale roumaine, et à Ursula von der Leyen de Bruxelles, pour obtenir un accès à ces données. En disant, Georgescu, il a fait, alors c'est les Russes, mais bon, c'est pas. Georgescu, il a fait du hacking et de la manipulation sur TikTok. Il faut qu'on puisse avoir toutes les infos. Nous, on est chercheurs, on est journalistes, etc., pour pointer s'ils refont ça. La grosse question pour moi, puisque les gens qui ont fait cet appel sont des gens qui ont travaillé également sur les questions de contrôle des circulations d'informations sur les réseaux sociaux en Moldavie, où il y a encore une fois cette question, et pour le coup, il y a des questions de lutte entre pro-russes et pro-européens en Moldavie. La Moldavie fait partie de l'Union européenne. Les mêmes personnes qui ont travaillé là-bas ont fait cet appel. Est-ce qu'ils ont eu des moyens supplémentaires? Est-ce que, parce que quand tu vois le truc de Durov là dimanche, est-ce que on a eu une censure des voix souverainistes, ou est-ce que, en fait, ayant un accès supplémentaire, ils ont réussi à faire une Georgescu à l'envers, si tu veux? Ouais. Et à influencer massivement par les algorithmes, par de la censure, par des posts qui se distribuent pas, etc. C'est quelque chose, enfin, franchement, je sais pas à quelle porte taper pour savoir ce qui s'est passé. Non, mais c'est-à-dire que, il y a plusieurs, faits. On peut pas remettre en cause le résultat de l'élection. Ça, est-ce que, j'ai pas l'impression qu'en Roumanie, on parle de trucage, d'avoir fait voter les morts, et cetera, même si c'est, bon, malheureusement une habitude. Mais ce que j'ai vu, c'est surtout Simion qui a refusé les débats, qui a pas forcément été très présent et qui a pas forcément fait une bonne campagne de second tour. Et puis derrière, effectivement, la question des algorithmes, à savoir certains contenus ont peut-être été empêchés, gênés, n'ont pas monté comme il fallait. Alors nous, en France, on a LCI, hein, heureusement, qui explique pourquoi les accusations du patron de Telegram contre la France sont jugées peu crédible. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce qu'a dit, pourquoi Pavel Durov déjà sort du bois et dit que la France lui a demandé clairement de censurer Telegram, et est-ce que c'est crédible effectivement? Écoute, je vais essayer de publier un papier là-dessus. Ce qui est crédible, enfin, on sait qu'il y a toutes ces ingérences. Tout ce dont on a discuté, celles qui sont visibles du côté de la France. Je t'ai parlé de ce cas des associations qui sont toutes contre les souverainistes, hein, c'est très clairement, qui veulent avoir un accès supplémentaire. Donc, on sait qu'il y a des ingérences, on sait qu'il y a toutes les raisons qu'il y a eu des manipulations sur les réseaux sociaux, puisque de toute manière, c'est la même architecture qui a fait la censure. Ce sont des trusted flaggers qui vont dénoncer des gens au nom du DSA. Donc, on sait que ça existe. Et on sait que ça peut être réutilisé dans d'autres cas sur d'autres démocraties. Après, à proprement parler, la déclaration de Durov, c'est un truc qui est complexe, parce qu'en fait, ça peut être pris de, on va dire, de trois manières. Alors, la lecture des eurolâtres, c'est encore une ingérence russe. Bon, ok, on va dire degré 0, c'est ça. Degré 1, c'est Durov, effectivement, on le sait, il a refusé de partager, il a déclaré refuser de partager l'algorithme, les infos, les backdoors, y compris pour l'opposition russe, y compris pour les Ukrainiens. Donc, il semble être un libertarien pur et dur, si tu veux, dans cette typologie de personnes dans le monde de la technologie. Et donc, il a reçu une demande pour de vrai, tout comme il a été, on va dire, harcelé judiciairement pour de vrai par la France. L'article de Mataïbé dont je te parlais, publié dans le Monde diplomatique. Et donc, il reçoit une vraie demande, et sincèrement, il l'en fait part, parce que potentiellement, et c'est ce que je pense, des demandes diplomatiques européennes et des tentatives de manipulation à l'inverse contre les souverainistes ont probablement eu lieu. Donc, dans ce cas, si tu veux, il est lanceur d'alerte. Le troisième degré possible, la troisième interprétation possible, et je ne le connais pas, je ne peux pas me prononcer sur lui, il y a eu des questions à un moment donné du fait qu'il ait pu accéder à des demandes qui lui avaient été faites, et qui pourraient laisser penser que, en fait, c'est peut-être quelqu'un de chantageable. Et s'il est chantageable, la raison d'avoir fait une telle déclaration aurait pu être de permettre l'annulation de l'élection.
Mmh. Mais là, il faut des preuves. En l'occurrence, Pavel Non, Durov pas n'a des preuves, apporté aucune preuve. c'est la Roumanie, il faut pas des preuves. Tu as Ouais. vu Georgescu. C'est vrai. C'est vrai, pour Georgescu, il y avait pas de preuves. Oui, mais là, ça marche pas, c'est le mauvais camp. En l'occurrence, ça marche que pour le camp, progressiste, européiste. Pour les autres, ça ne marche pas. Mais Oui, mais quand même quand il dit ça, c'est pour les Roumains, Durov, il est russe, il a un nom russe, ouais, Gram, etc. Donc s'il prend parti, c'est qu'en fait, il fait de l'ingérence. Et donc c'est une ingérence qui voilà. Et donc si le résultat, il a déclaré, il a intervenu le jour du dimanche. On peut se oui, dire, si le résultat avait été souverainiste, ça aurait été un élément d'une campagne de communication pour dire bah, c'est encore les Russes, quoi. Voilà. Donc voilà, ouais, donc, d'accord. je suis pas j'ai pas d'avis tranché, Ouais. seul Durov sait pourquoi il a dit ça, et Oui, on ne peut que espérer qu'il soit sincère et que ce soit voilà. Et c'est mais très crédible, c'est complètement crédible de toute façon ce qu'il a dit, hein, qu'on soit oui, alors, c'est quand même, de savoir que le patron de la DGSE se déplace pour le rencontrer en public au Crillon, mmh. moi ça me choque, hein. C'est des Ah bah oui, procédures qui me paraissent folles, mais ouais, bon. En tout cas, en tout cas, il sort pas ça pour rien et clairement, il y a aussi, moi je pense, la partie, vengeance par rapport à la procédure, hein, en France contre lui. Il est dorénavant à Dubaï, hein, et les autorités françaises l'ont autorisé à quitter le territoire, mais on voit bien qu'il y a cette crispation. Derrière les ingérences françaises en Roumanie, en France, on voit Macron qui est de plus en plus véhément contre les Russes, hein. La campagne de 2017, c'était les Russes, les punaises de lit, c'était les Russes, le hacking des hôpitaux. Enfin, clairement, il y a une volonté de faire de la Russie l'ennemi en France, ce qui n'était pas le cas même au début des hostilités en Ukraine en 2022. Pourquoi, d'un seul coup, cette crispation anti-russe, de la part du gouvernement, particulièrement d'Emmanuel Macron? mmh. Pour moi, il y a clairement 2 choses. L'une, c'est la manipulation de l'opinion publique. Mmh. Je veux dire, tant que les gens gobent, c'est parfait. Oui, oui, ça marche. Que toute personne, alors, tu es un peu gilet jaune, c'est les Russes, tu veux pas prendre ton vaccin, c'est les Russes, tu votes, souverainiste de gauche, c'est les Russes, tu votes souverainiste de droite, c'est les Mmh. Russes, voilà, c'est parfait. Si tu veux, pour la domination du centre autoritaire, de cette espèce d'extrême caste, c'est les Russes, c'est parfait, c'est l'argument parfait. Donc ça permet de tuer le débat, ça permet aussi et puis ils vont jouer également, enfin pour l'Europe de l'Est, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'encore une fois, il y a pas vraiment de parti de gauche. Donc Mmh. l'antagonisme, il est comme ça. En France, ce qu'ils ont réussi, c'est à diviser des gens qui auraient été ensemble sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes, en 2 camps, et on a donc ce phénomène phénoménal, on va dire, de gens qui font barrage et qui vont aller réélire un Darmanin et tout ça, quoi. Bon, donc en France, c'est les Russes, c'est un argument de plus, si tu veux, pour ce centre qui parvient à maîtriser le débat, qui a des médias qui sont des grands médias qui sont en général pas très, très finaux sur leurs analyses. Après, la question de savoir s'il y a quelque chose derrière qui relève réellement d'une antagonisation par rapport à la Russie, oui, et Oui, ouais. c'est la question, si tu veux, de Georgescu, encore une fois, et quand il a été, quand ils l'ont parlé, ils l'ont qualifié de russophile, et cetera. Lui disait qu'il faisait campagne pour la paix. Il a fait une campagne sur la paix. Ouais, ouais. Il a fait une Et campagne sur la paix, pouvoir d'achat, c'était quoi? C'était, l'eau, l'énergie, donc c'était sur des grandes questions de pouvoir d'achat, de gestion des ressources roumaines. bah, il parlait aux Roumains, en fait, hein. Il essayait de pas parler à Bruxelles, mais de parler aux Roumains. Oui, 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 et voilà. Mais encore une fois, la paix. Heu Mmh. tout le monde, dans le camp opposé, a tout de suite, sauté sur, le fait de ne pas être complètement pour, l'intervention aux côtés de l'Ukraine, pour le soutien aux Ukrainiens. Et ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que, en novembre, juste avant le 1er tour où Georgescu a gagné, tu avais Starmer et Macron qui, faisaient circuler l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Pour les Roumains, qui ne sont pas complètement, pour ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas va-t-en-guerre, donc en gros, en dehors de l'élite, la petite élite bucarestoise, pour les Roumains en général, l'idée d'être impliqués dans un conflit, à leur porte,
c'est nous. Je vais dire c'est niet. C'est nous. On dit non, c'est nous. On dit nous pour dire non, d'accord. Donc, eux veulent pas être impliqués dans un conflit. Or, ce sujet qui intéresse apparemment beaucoup Emmanuel Macron n'existe que via la base de l'OTAN en Roumanie. Donc, les velléités de Macron, c'est via la Roumanie. Donc la question c'est qu'est-ce qui est si important? Qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière? Est-ce que c'est juste cette espèce de réorientation de l'Europe en keynésianisme militariste, on veut 800 milliards dans le complexe militaro-industriel pour s'armer et cetera et que, si on maintient la peur, on peut continuer de faire ce nouveau business si tu veux? Mmh. Ça peut être une explication. L'avantage, c'est que si c'est juste du business, peut-être qu'ils vont pas réellement faire la guerre. Mais l'autre explication, c'est peut-être que nostalgique des grandes époques de l'Empire, Macron va avoir sa bataille de Sébastopol Mais c'est terrible. On et peut ce pas. serait la Roumanie. Et le plus terrible, c'est que Heu, les forces en présence, je veux dire, sans les Américains, la France peut rien faire. Donc oui, c'est clair. c'est jouer avec le feu. Alors en France, pour la France, c'est effectivement risque de guerre nucléaire, et cetera. Mais on l'a vu, les Russes n'ont pas utilisé l'arme atomique sur les Ukrainiens. Non. Heu, donc il n'est pas certain qu'un conflit puisse dégénérer en guerre nucléaire. Par contre, une guerre d'attrition sur le terrain, on voit que ça fonctionne depuis 3 ans. 2000, ouais. Voilà, ça peut continuer. Et puis la ligne de démarcation, aujourd'hui, c'est, l'est de l'Ukraine, ça peut être, la Moldavie, ça peut devenir la Roumanie. C'est-à-dire que, ouvrir la question d'une participation, c'est, pour les Français, c'est un risque, on va dire, d'apocalypse nucléaire, mais bon, qui est, on peut se dire que les gens sont raisonnables. Pour les Roumains, c'est se retrouver, à devoir avoir, les militaires français pour les défendre contre les Mais Russes et c'est justement, terrifiant, si tu veux. c'est-à-dire que, cette base de l'OTAN en Roumanie, hein, qui est vraiment au cœur, je pense, du fait que l'élection a été aussi, manipulée. De quand date la décision de faire cette grande base, et en soutien logistique, à l'Ukraine? Mais c'était avant, j'imagine. Et surtout, on a l'impression que elle a vocation à remplacer Rammstein, à terme, hein. Les Allemands voudraient, se décharger sur la Pologne et la Roumanie, du poids qui a été le leur d'être le porte-avions, de la puissance militaire américaine en Europe. Oui, oui, mais si tu veux, ça c'est une vieille, comment dire? C'est une vieille, un vieux choix stratégique, qui est très rationnel, je pense pour les Roumains et pour les Polonais. Ils ont été sous domination, de l'Union soviétique, donc toutes les garanties qu'ils peuvent avoir pour pas se retrouver de nouveau sous domination, de l'Est, sont bonnes à prendre. Et les meilleures garanties, effectivement, donc ça les démarches pour entrer dans l'OTAN, ça a été commencé sous, je crois que ça a été commencé sous Iliescu, c'était mené également sous Constantine. Oui, ça a été commencé sous Iliescu, pardon. Réalisé, sur la fin de son mandat et Basescu derrière a déclaré un axe Bucarest-Londres-Washington. Donc ils sont très, très, très pro-américains les Roumains. Pour eux, l'Amérique, c'était la garantie de leur protection et donc effectivement, tous les investissements qui peuvent être faits, par l'OTAN, tant que c'est des investissements défensifs, ça se passe bien. Par contre, quand l'OTAN tapait sur les Yougoslaves, tu avais des remous dans la population roumaine, des émois, parce que tu as une minorité serbe en Roumanie, parce que les Serbes et les Roumains n'ont jamais eu de conflit entre eux, sont des populations amies. Et donc, effectivement, il souffrait un petit peu de voir l'OTAN faire autre chose que son travail classique défensif. Mais l'OTAN en tant que structure défensive, c'est très bien pour la Roumanie. L'OTAN, il se met à faire des interventions préventives et qui se met à créer des conflits, enfin pas à créer des conflits, même si ça peut exister de manière indirecte. Ouais, Si on remonte sur pas le chaud. fil narratif de tout ça, tout est toujours plus compliqué. Mais une implication qui se traduirait par derrière une ligne de front qui pourrait se rapprocher de la Roumanie, qui pourrait être sur la Roumanie, c'est terrifiant pour les Roumains. Donc la base de l'OTAN, si tu veux, en gros, ils veulent un OTAN défensif, pas un OTAN agressif. C'est aussi simple que Oui, ça. mais est-ce Et qu'on peut contrôler l'OTAN en réalité? pardon. Parce que, est-ce que l'OTAN est défensif ou est-ce qu'il n'est pas de facto offensif du fait, de cette politique, hein, de faire de la Russie, l'ennemi, suprême, sur le continent européen?
Ouais, écoute, je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux placés que moi sur des questions stratégiques Ouais. pour s'exprimer. Moi, je peux te dire de ce que j'ai pu ressentir, et vivre en Roumanie. Si tu veux, oui, oui, il y a ce risque-là. Tant qu'il y a une administration qui semble être, dans une forme de repli, on peut se dire qu'il y a une chance que l'OTAN à proprement parler, reste un OTAN défensif. Sauf Mmh. qu'en parallèle, ben, on l'a vu, il y a ces histoires d'Europe de la défense qui sont pas très crédibles, mais qui avancent quand même. Et puis on a donc des voix européennes qui veulent prendre la relève, et qui, pourraient créer les conditions de ce type de conflit, quoi. Je vois que tu OK. souris, il y a des choses amusantes dans les commentaires? Ouais, ouais, les gens qui veulent savoir, mais c'est quand même, un truc assez, terrible de se dire que ces élections sont passées. J'ai pas l'impression qu'il y aura de débat sur, l'ingérence française plus que ça, y compris en Roumanie. Comme tu le disais, les élites, en fait, sont totalement, pro-européennes, avec une mentalité de colonisés parce que justement il y a cette peur de la Russie. C'est ça qui fait qu'il y a cette attraction pour l'Union européenne? Mmh, je je pense que c'est vraiment une mentalité de petite caste qui est à l'œuvre et de gens Mmh. qui bénéficient, du fait d'être dans les bons cercles, de Bruxelles. Ouais. Je pense que ils sont eurolâtres avant tout. C'est pas des gens Je pense pas que ce soit des gens réellement terrifiés par ceci ou cela. C'est plus pour opportuniste, en fait, tu nous dis là. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont des bonnes places à Bruxelles, il y a du Le bon discours argent. Voilà, après le discours qu'ils vont porter pour manipuler la population et agiter la peur, enfin voilà, la peur, c'est le truc, fantastique, pour contrôler une population. Donc eux vont porter ces discours-là, mais je pense pas que réellement ils aient une peur de quoi que ce soit, quoi. Ouais. Et est-ce que, après ces élections, quelles sont les étapes, en Roumanie? Il y a la constitution d'un gouvernement, il y a d'autres élections qui doivent arriver, législatives notamment. Enfin, qu'est-ce qui va se passer dans le champ politique roumain après ça? Alors en principe, il n'y aura pas d'autres élections, sauf si des législatives sont appelées. Heu, D'accord. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui, si tu veux, les souverainistes, ne sont pas majoritaires au parlement. Ouais. À moins d'arriver à convaincre, d'autres parlementaires, de commencer à bloquer des politiques, à faire des motions de censure et cetera, il y a peu de chances qu'il y ait des législatives. C'est possible, mais c'est pas programmé. La Roumanie a eu, 5 tours d'élection, enfin 5, 6. En juin dernier, pendant les européennes, ils ont eu, les locales, les départementales. En novembre, ils ont eu, les présidentielles, les législatives, Sénat, parlement. Le deuxième tour qui a pas eu lieu et au final maintenant, 2 tours de présidentielles. Donc tout le monde a jusque-là effectivement des élections. C'est Heu, oui, c'est c'est fou. un état de mobilisation, de crise, heu, qui m'a d'ailleurs, si tu veux, sorti de mon silence, parce que sinon j'étais Oui. spécialement besoin de raconter, je fais beaucoup de traductions. J'avais pas spécialement besoin de me mettre à raconter la situation en Roumanie et finalement il y a tellement de gens qui ne font que répéter heu, ce que dit la presse, qui répète elle-même ce que dit le pouvoir, que c'était, C'est, ouais. insupportable. Non, mais c'est vrai parce que ce qui est quand même l'information clé pour moi, c'est l'infiltration par les services, de renseignement roumains, de la presse roumaine, qui est utilisée à des fins de manipulation de la presse internationale pour revenir ensuite en Roumanie et faire une campagne. Donc au-delà de l'ingérence française, il y a la question du deep state roumain, hein, on peut l'appeler comme ça en gros. Oui, Heu, les services de renseignement roumains, j'arrive pas à retrouver le chiffre exact et pour cause, ouais, mais tu as des journalistes qui ont affirmé que c'était le plus haut budget de l'Union européenne. Moi, c'est fou, les chiffres que j'ai donnés, ils sont du niveau du renseignement français, les chiffres que j'ai trouvés. c'est déjà énorme pour la Roumanie, ouais. C'est un pays qui est 3 fois, moins peuplé, Mmh. Ouais. heu, c'est qui a un PIB, beaucoup plus faible, donc c'est énorme et heu et très clairement, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que les structures de la Securitate n'ont pas été, détruites. Tu as un Mmh. documentaire de Alexandru Solomon qui s'appelle «Capitalisme, notre recette secrète», qui date d'il y a 20 ans et en gros, il interviewait des gens, il expliquait comment les gens de la Securitate s'étaient reconvertis dans le business.
Et en Ouais. fait, donc si tu veux, tu pas eu de nettoyage, tu pas eu, ils appellent ça la lustration. Les Polonais, ils ont eu des politiques pour dire: «On sort tous les gens qui étaient dans le régime, communiste d'avant». Les Roumains n'ont pas eu ça. Donc tu as, les anciens qui tenaient le pouvoir, qui tenaient les services de renseignement, la Securitate qui était un truc énorme, hein, ils recrutaient 25 000 personnes par an dans les années 80. Oui, c'était le cœur de la machine étatique roumaine, Voilà, hein. avec la Stasi, je pense que c'était, le pire de l'Europe de l'Est, puis bon, Mmh. probablement soviétique aussi, mais donc cette structure-là a réussi à péréxister d'une certaine manière. Les gens qui bénéficiaient ont réussi à péréxister. Alors après, tu as des luttes de chapelle certainement dedans. Tu as des rumeurs de gens qui sont, des on va dire des chapelles au sein des services de renseignement, des journaux qui seraient affiliés à un tel, à un tel, à un tel, donc Mmh. c'est Mmh. mais ça reste dans l'ensemble, un mastodonte dont personne ne parle. Alors que la Roumanie souverainement décide que c'est très important d'avoir un énorme budget, renseignement intérieur, extérieur, why not, hein? Je veux dire, c'est leur truc. Le truc qui est très, très gênant, c'est, l'infiltration des rédactions, ça va contre le b.a-ba de la démocratie. Et Ouais. d'ailleurs, tiens, je t'en avais pas parlé, j'ai pas partagé l'info, je crois, sur Twitter pour l'instant, Mmh. c'est The Economist, donc on va pas leur reprocher d'être, Transmis, ouais. souverainiste, machin, et cetera, ou pro-russe. Pro-russe. Voilà. The Economist, en janvier, a, dégradé la Roumanie à régime hybride. Ils ont un classement des démocraties dans le monde. D'accord. C'est The Economist Intelligence Unit qui fait ça. Et la Roumanie est le premier pays de l'Union européenne à ne pas être pleinement une démocratie. Donc c'est assumé. Enfin, ça devient quand même assez public, de dire: «Bon, bah, il y a une élite éclairée qui gouverne de manière autocratique, un peuple qui, souhaiterait autre chose». Voilà, donc je pense que les arguments pour The Economist, ça a été l'annulation des Bah, élections, évidemment, ouais. Mmh. le des questions, peut-être qu'ils ont pris en compte, la poursuite des opposants, puisqu'en fait, Georgescu, à propos, Ouais. j'ai pas de contact avec Georgescu, mais j'avais réussi par un journaliste à tomber sur la personne qui s'occupait des relations avec la presse, qui était Mmh. connue, mais j'avais pas le contact initialement, donc j'ai demandé, j'ai cherché, et cetera. Je voulais essayer d'avoir une interview écrite. Heu, Ouais. 2 fois, la personne de contact a eu son téléphone saisi par la police. Et les accusations de billets, en roubles, de la sécurité de Gorgescu qui aurait été aux mains des Russes, ça c'est infondé ou il y a quand même, pas de fumée sans feu? Oh tiens, on va pardon, je suis désolé, on va y passer encore 1 heure. Écoute écoute, il parle de barbouzes, roumains partis, chez les Roméo, qui sont une sorte de Wagner roumain, Ouais, qui interviennent en Afrique, qui, sont des gens en fonction, donc des gens de la défense, de donc l'armée, ouais. rien qui puisse se faire sans connaissance du renseignement roumain, enfin, c'est inimaginable. Donc c'est pas des gens, c'est pas des séditieux, sont, je dirais plutôt des militaires qui font leur fin de mois, et on va dire très, très bien, en étant mercenaires, pendant leurs vacances, en gros, Mmh. hein. Bon, la figure, qui a été mise en avant dans la presse internationale, c'est, quelqu'un qui, avait appelé à voter pour un candidat à un moment donné du Parti social-démocrate, heu Ouais. heu, qui a été mis, donc pendant toute la période de tension sur: «Oh là là, ils vont faire plein de choses, les souverainistes, alors c'est fasciste, et cetera, mais c'est les Russes, c'est fasciste, c'est tout ce que tu veux. Ils vont faire un coup d'État», et donc le mec a été pris, arrêté, avec un pistolet à plomb, je crois, ou un pistolet à air, dans son porte-bagages, en train de venir sur Bucarest. Et C'est c'était tout. monté en épingle. Ah ouais, C'était mais monté c'est en énorme. épingle, d'autant que les mecs, la plupart de ces gens-là sont des anciens de la Légion étrangère française, qui, dans la presse, c'était parfait pour faire un jeu, de confusion avec le mouvement légionnaire de l'entre-deux-guerres, qui est un mouvement interdit en Roumanie, et si tu veux, créer, encore plus de psychose autour de ça. Mais c'est fou. Le gars en question, il a pu partir à Dubaï, je pense que, c'était une opération de manipulation de l'opinion publique, et le gars en question, il y a pas de lien. Il y a eu une photo prise à un moment donné, on le voit à table, il aurait rencontré Georgescu, mais bon, le fait de le rencontrer, c'est une chose, je veux dire, les services de renseignement, s'ils ont des billes,
ils font des Ils les écoutes. sortent. Ils Ouais. font des écoutes, ils les sortent, quoi. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas sorti. Donc je pense que c'était, quelqu'un qui s'est détonné, si tu veux, pour pouvoir permettre de fabriquer l'opinion publique sur cette question-là, quoi. Après, effectivement, Georgescu, il a autour de lui des gens dans lesquels il avait confiance pour sa protection, qui Ouais. sont des anciens de la Légion étrangère française. Ouais. Euh, et il l'a dit dans une interview, parce que j'ai bouffé du Georgescu pour comprendre ce qu'il voulait dire, etc. Enfin, j'ai regardé toutes ces interviews-là. Il disait qu'en fait, il avait refusé la protection normalement offerte par les services de renseignement aux candidats, parce qu'il n'avait pas confiance, parce qu'ils servent à espionner les candidats. Ouais. On en est là, quoi. C'est raisonnable. Ouais, régime hybride, hein, donc la Securitate n'est pas morte. Longue vie à la Securitate, visiblement en Roumanie, c'est quand même assez particulier. Un mot pour terminer sur la diaspora, hein, tu en parlais tout à l'heure, Oui. tu disais que la diaspora roumaine votait en majorité pour Simeone. Est-ce qu'on a une image claire de la diaspora, dans quel pays elle est majoritaire, profession, etc. Enfin, quel est l'état de cette diaspora roumaine? On parle de 1 600 000 votes. Donc 10% des votes Ouais, ouais. sur le premier tour, et sur le premier tour pour la principale diaspora, la diaspora de l'Union européenne, on parlait de 73% pour Georges Simeone. 70%, pardon, pour Georges Simeone. C'est en Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre, les 3 plus grosses diasporas, qui font à peu près 1 million. Des gens qui également au deuxième tour ont voté, ils ont dû perdre 5%, mais Mmh. on a des chiffres, Italie 68%, je crois que l'Allemagne a 70%. Donc on a des gens qui votent très largement, et c'est notamment, enfin, il y a plusieurs raisons. Il y a eu énormément de campagnes qui a été faites sur le terrain parmi les Roumains de la diaspora, et je pense qu'il y a eu également, je pense que c'est un traumatisme pour la Roumanie périphérique, la diaspora. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont partis pour aller trouver du boulot. Mmh. Alors effectivement, quand on est à Bucarest, on peut penser que ce sont des nantis. Quand on est contre les immigrés en France, on peut penser que ce sont des gens qui devraient être plus reconnaissants d'avoir la chance d'être plombiers en France. Mais pour eux, ce sont autant de familles qui traversent des drames monumentaux. Ce sont des enfants qui sont laissés derrière parfois, qui se retrouvent à être élevés par les grands-parents. Ce sont des personnes âgées qui voient leur famille partir. Le modèle familial roumain, il est très latin, hein. Je veux dire, pas Europe du Sud. Les familles sont très proches, les gens font leur maison les unes à côté des autres dans les villages. Euh, Ouais. et donc, ces départs-là, c'est vraiment un crève-cœur. Je pense que on parle de la souffrance du peuple juif, la souffrance de la diaspora roumaine, c'est quelque chose qui n'est pas réellement mesuré. Et ces Mmh. souffrances-là, c'est pas que la diaspora qui souffre, c'est toutes les. Toute la famille, les villages, enfin, ouais. Ils partent, alors certains partent et ne reviennent pas. Tu as une famille dans mon village, des gens absolument adorables, et la mamie, elle est toute seule, et eux maintenant ils sont en Italie, en Suisse. Voilà. Et tu as ceux qui partent et qui y vont en mode commando, qui reviennent. Moi j'ai aidé un gars il y a 1 an, il vient me voir, il avait bossé sur un chantier dans le sud à Nice. Il était exploité, il n'était pas payé. Mmh. Il recevait pas le reste de son salaire. Donc, je pense il faudrait qu'on arrive à réellement comprendre la condition de vie de cette diaspora, Mmh. parce que ça porte énormément de messages sur le fait de comprendre ce que c'est qu'être européen, comprendre l'autre, comprendre le drame, y compris de celui qui doit changer ce pays, etc. Je pense, enfin, Ouais. il y a peut-être une clé dans cette diaspora, donc qui est immigrée, mais qui veut souverainiste en Roumanie. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus qui permettrait de dépasser par le peuple et par le dialogue entre les gens ce que la petite élite est en train de voler à tout le monde, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on voit et pas seulement en Roumanie, hein, c'est, des morts programmées de pays entiers, parce que, l'Union européenne permet cette libre circulation et donc on va aller chercher de la main-d'œuvre moins chère dans ces pays-là qui sont en train de se dévitaliser. C'est le cas, en Allemagne, hein, le vote AfD, c'est un peu la même chose avec, on le voit, hein, sur la carte de l'Allemagne de l'Est. C'est le cas, en Pologne aussi, d'une moindre mesure, mais, il y a vraiment quelque chose de gravissime, en fait, sur, un déséquilibre, croissant, en fait, même
même au sein de l'Union européenne, qui pourra pas tenir à terme. Enfin, je pense que le réflexe souverainiste, il vient de là aussi, hein, de réaliser que la promesse de l'Union européenne, c'est une promesse dangereuse qui n'est pas tenue, en fait. Qui est dévoyé, hein. C'est très Ouais. intéressant. Parce que là, en France, tu as des gens qui sont fortement contre l'Union européenne. Je dirais Mmh. une, une origine du mouvement va être en 2005, et pas tant en 2005, mais surtout dans le fait que le vote souverain du peuple français a été piétiné par les politiques et n'a pas été écouté. Donc tu as des gens qui pensent que en France, tu as des partisans du Frexit qui pensent qu'il n'y a rien de réformable dans l'Union européenne. En Roumanie, le discours des souverainistes, ça a été on veut revenir à l'Europe initiale. Ouais, Nous, on est rentré dans une Union européenne qui ressemblait à une Europe des nations. Donc ça va reprendre un c'est ça, discours ouais. qui est tenu, je pense, par le RN en France. Je sais pas si LFI porte le discours de l'Europe des nations, mais en tout cas, le discours, c'était on veut revenir, et ils vont invoquer De Gaulle. Mmh. Euh, ils invoquent De Gaulle, Adenauer, ils parlent des pères fondateurs. Alors les pères fondateurs, ils étaient peut-être un peu fédéralistes dans le fond de leur Oui. pensée, notre histoire. Mmh. Ils invoquent ça, si tu veux, dans l'idée d'une Europe qui était celle à laquelle ils voulaient participer. Donc ils sont pour la libre circulation des marchandises, des personnes. Ils sont pas pour le diktat de Bruxelles sur tout plein de questions, y compris des questions de société, puisque c'est un pays très chrétien, donc tu as plein de trucs qui antagonisent les gens et qui sont pas à la mode ici, quoi. Voilà. Mmh. Merci beaucoup, Stéphane Luçon, journaliste, hein, je rappelle, installé depuis plus de 20 ans en Roumanie, pour parler de ce cas roumain qui devient une sorte de cas d'école, hein, pour l'Europe, quand on voit le degré de manipulation, d'ingérence, de travail des cerveaux, hein, par les pouvoirs en place. C'est quand même une drôle de démocratie. Je pense qu'on peut appeler ça une drôle de démocratie, pour ne pas dire un régime hybride. Merci beaucoup, Stéphane. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler, hein, de Roumanie et d'autres sujets européens avec toi. Merci. Bien. Salut. Au revoir. Alors voilà, évidemment, hein, quand on voit le degré de manipulation, l'implication aussi de la France dans cette ingérence, gouvernement français qui passe son temps, bien sûr, à accuser l'ingérence russe, ne soyons pas dupes. C'est pour ça qu'on a le monde moderne. C'est pour ça qu'on essaye de vous informer autrement, avec des invités que vous ne voyez pas ailleurs. Et là, il était question vraiment d'information, hein, savoir comment fonctionne la fabrique de l'information, comment fonctionne aussi la manipulation lors d'une élection comme celle de la Roumanie, parce que OTAN, parce que Union européenne, parce que intérêt français, parce que intérêt russe, etc. Alors, je vous demande si vous pouvez de nous soutenir simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube du Monde Moderne, en suivant les différents réseaux sociaux du Monde Moderne. Pour 1 € par mois, vous pouvez aussi devenir membre et donc nous soutenir financièrement sur YouTube et sur patreon.com/le monde moderne. C'est extrêmement important de pouvoir continuer à faire ce travail grâce à vous, parce que, vous voyez, quand vous vous fiez aux médias traditionnels, l'information est parcellaire. Aujourd'hui encore, vous allez entendre sur les médias cette affaire du premier tour en Roumanie annulée parce que ingérence russe sur TikTok. Rien n'est prouvé. Là, il est question d'une manipulation. Encore une fois, c'est extrêmement important de comprendre, parce que la manipulation prend des ampleurs calamiteuses. Et donc, nous n'avons que nous pour essayer de sortir de ça. Donc, s'il vous plaît, merci de mettre des pouces, de partager nos vidéos et de continuer de parler de nous. Voilà.